L'actualité internationale des 7 derniers jours, c'est comme tous les vendredis à 7 heures sur France 24, une semaine dans le monde, avec à mes côtés cette semaine Isabelle Lasserre, reporter au Figaro. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour également alors Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, et Alain de Chalvron, grand reporter à France 2. Merci à vous quatre d'avoir accepté de venir débattre aujourd'hui. Le sujet évidemment brûlant qui continue malheureusement de connaître ses développements à l'heure où nous parlons, ce sont ces affrontements entre Palestiniens et l'armée israélienne à Gaza, où était organisée donc aujourd'hui, et comme chaque année d'ailleurs, une journée de la terre, mais qui donnait cette fois le coup d'envoi à une marche du retour, des centaines de tentes plantées en bordure de la frontière avec Israël pour réclamer le droit au retour des réfugiés. On va faire tout de suite un départ vers Gaza, rejoindre sur place Marine Vlahovic, qui est donc la correspondante des RFI sur place. On est la situation ce soir, Marine. Il était question d'une douzaine de morts il y a encore quelques instants. Oui, mais c'est un bilan qui semble s'alourdir puisqu'après une journée donc sous tension, Israël a bombardé il y a un peu plus d'une heure 2 postes militaires du Hamas et le bilan est encore provisoire, mais on parle de 2 morts. Les affrontements d'ailleurs en bordure de la ligne de séparation avec Israël sont toujours en cours et ils pourraient durer de toute façon pendant la soirée puisque le campement de la marche du retour est installé juste à côté de cette frontière. Tout au long de la journée, des milliers de manifestants, dont des femmes et des enfants, se sont postés sur le long de cette frontière, non pas à quelques centaines de mètres, dans les tentes comme c'était prévu initialement, mais dans la zone tampon qui est normalement interdite aux Palestiniens et qui est située juste à côté de la ligne de séparation. En face, derrière le mince grillage, les tireurs d'élite de l'armée israélienne n'ont pas hésité à faire feu sur cette foule qui était, disons-le, globalement pacifique, car malgré quelques jets de pierre, il n'y a pas eu de tentative de franchissement par la force de la barrière. C'est donc une réponse ferme qu'a apportée l'armée israélienne face à ce rassemblement non violent soutenu par le Hamas. Et c'est un bras de fer qui recommence entre le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza et Israël. Depuis 2014, il y avait un cessez-le-feu précaire, certes, car il a été quelquefois brièvement rompu, mais la journée d'aujourd'hui pourrait remettre en question cet équilibre fragile. Un bras de fer, Marine, parti pour durer peut-être 6 semaines. Oui, c'est effectivement le cadre que s'est donné cette marche du retour de la journée de la Terre aujourd'hui, donc qui est commémorée par les Palestiniens comme la dépossession de leur terre depuis la création d'Israël en 1948, jusqu'au 15 mai, le jour de la Nakba, c'est la catastrophe en arabe, et pour les Palestiniens, c'est le jour de la création d'Israël et autour du 15 mai, il y a l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, une décision unilatérale prise par Donald Trump au mois de décembre dernier qui est fortement contestée par les Palestiniens. Disons que le contexte est propice à de nouvelles flambées de violence. Merci Marine Vlahovic qui était donc avec nous en direct de Gaza. Isabelle Lasserre, on le voit, tout concourt à faire de cette situation quelque chose d'explosif. Qui en porte la responsabilité aujourd'hui ? En fait, il y a un mélange de choses dans ces affrontements. Il y a une lutte interpalestinienne, le Hamas qui lutte pour conserver son pouvoir, qui est engagé dans une fuite en avant et dans une confrontation avec Israël. Et puis, votre correspondante l'a bien rappelé, il y a cette décision d'installer Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis de manière unilatérale et qui en fait touche à un point extrêmement sensible qui est la question des réfugiés et qui a toujours été une pierre d'achoppement entre les Israéliens et les Palestiniens et dont les Palestiniens redoutent que, en cas de négociation autour du statut futur de Jérusalem, cette question passe à nouveau à la trappe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette déclaration unilatérale de Trump, on avait annoncé que tout le Moyen-Orient allait être à feu et à sang. Ça n'avait pas du tout été le cas. On avait d'ailleurs assisté
à une certaine hypocrisie dans les pays du Golfe. Et puis finalement, les Occidentaux étaient restés assez quoi, en disant bon, ça met fin à une hypocrisie, mais c'est pas bien, etc. Là, on voit que le problème est vraiment en train de ressortir, et il ressort au cœur du problème, c'est-à-dire à Gaza. Alain de Chalvron, effectivement, c'est un peu à retardement qu'intervient ce mouvement sur une question, le droit au retour des réfugiés, qu'on n'évoquait plus ces dernières années, parce que c'est vrai, on sait, c'est véritablement un casus belli pour Israël. Oui, cette question des réfugiés a été mise à part parce que on sait très bien qu'elle ne sera jamais résolue. En réalité, Israël n'acceptera jamais, naturellement, que des millions de Palestiniens qui vivent dans les pays environnants, le Liban, la Jordanie, etc., reviennent. Donc on avait gelé le problème, c'était devenu une sorte de problème verbal, quoi, disons. Non, moi ce qui m'étonne le plus dans cette affaire d'aujourd'hui, c'est que ça n'ait pas éclaté plus tôt. Gaza est véritablement invivable. J'ai passé plusieurs semaines par petits bouts comme ça, mais c'est vraiment très dur. Gaza, c'est tout petit, c'est je crois la deuxième plus forte démographie oui, au monde, oui, après Hong Kong. Il n'y a pas de travail, c'est très pauvre, et il n'y a pas de possibilité d'en sortir. C'est une prison, quoi. Donc, sauf quand côté égyptien, on lève le de terminal de Rafah, ce qui arrive très même rarement. du côté égyptien, il faut montrer patte blanche, et tout le monde n'a pas cette patte blanche, justement. Donc c'est vrai que dans cette situation, ça peut éclater à tout moment. Et là, ça fait quand même depuis 2014, il y a eu 3 guerres depuis 2008, et la dernière 2014, ça se tenait un peu par miracle, je dirais. En vérité, je ne comprends pas bien la politique israélienne sur Gaza. Lorsque Sharon a retiré les colonies, vous savez, par la force, de manière unilatérale, son plan était clair, il s'agissait de détacher Gaza du reste des Palestiniens. Et c'était une politique que les Palestiniens n'ont pas aimée, mais qui n'était pas sotte, naturellement. Parce qu'une des nouvelles du jour, de la semaine, c'était aussi la démographie. Pour la première fois, on a eu des chiffres de la démographie dans Israël et la Cisjordanie et les territoires occupés, Gaza. Et la démographie montre qu'il y a maintenant plus d'Arabes que de Juifs. Donc ça, c'était une crainte, la principale crainte de Sharon. Donc il voulait détacher Gaza du reste. Mais si on veut détacher Gaza du reste, il faut donner quelque chose à Gaza. Il faut donner un espoir, il faut donner une certaine richesse, il faut donner un sens à la vie. Or, il n'y a pas de sens à la vie à Gaza. Ziad Limam, ce qu'on voit là, c'est le résultat finalement de la politique israélienne et américaine de ces derniers mois. Ils ont joué aux apprentis sorciers et créé cette radicalisation des positions. Gaza existe malheureusement avant Trump. Oui. C'est une accentuation d'une politique américano-israélienne où ils pensent qu'ils ont toutes les cartes en main en ce moment pour imposer une espèce de règlement à leurs conditions. Il y a un ambassadeur qui est un ambassadeur totalement pro-colonie. Il y a un gendre, enfin il y a une équipe aux États-Unis qui est très très impliquée dans les colonies, dans le mouvement messianique. Donc tout ça, on sent bien qu'on se dit bon on va régler ça à notre manière. Ce qui est incroyable avec le nationalisme palestinien, quel qu'il soit Hamas ou OLP ou post-Arafat, c'est cette extraordinaire résilience finalement. Parce qu'on pourrait penser qu'ils auraient pu baisser le chapeau et dire faites ce que vous voulez, nous on abandonne. Et non. Il y a quelque chose de puissant dans cette cause parce qu'elle est réelle, parce que c'est pas une invention, parce que c'est pas factice. Il y a des millions de Palestiniens qui ont une ambition nationale, qu'ils soient islamistes, pas islamistes, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela, ça change rien. Ils sont divisés, oui, c'est déjà arrivé à d'autres peuples dans le monde, et il y a aucune réponse en face. Et je pense que dans le cas de Gaza, le meilleur moyen de saper l'influence du Hamas, ça serait d'ouvrir Gaza, évidemment. On voit, par exemple, ceux qui connaissent la Cisjordanie, on voit que la société en Cisjordanie, c'est quand même un petit peu fracturé. C'est-à-dire, les jusqu'au-boutistes, ils ont été un petit peu mangés par le bourgeoisement, le confort. Ramallah, c'est une ville où les gens riches vivent remarquablement bien. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à circuler. Donc, il y a une espèce de neutralisation par le haut, par l'enrichissement, avec une société très, très socialement divisée, mais quand même. Alors que là, on leur dit no hope, rien, c'est fermé, vous bougerez pas, il se passera rien, et puis sinon on vous bombarde par le ciel. Je veux dire, on se demande finalement si l'objectif c'est pas de maintenir un pouvoir Hamas, un pouvoir extrémiste,
pour avoir une espèce de statu quo indéfini, mais ça ne durera pas. Ce qui est très symbolique avec les images qu'on voit, c'est qu'ils protestent pas pour eux-mêmes. C'est vous qui l'avez dit tous les deux. Ils protestent pour le droit au retour. Donc c'est énorme. C'est même pas nous. On est vraiment dans le cœur du symbolisme du nationalisme palestinien. Des illustrations, déjà des dessinateurs qui donc, immédiatement, bien sûr, ont réagi face à ces images. Oui, 3 dessins. Un premier dessin d'un dessinateur jordanien qui s'appelle Emma Dajjaj, qu'on voit peut-être sur l'écran. Non, on dirait que la technique ne veut pas. Ça, c'est autre chose. Non, oui, alors là, ça n'a rien à voir. C'est autre chose, oui. C'est autre chose. Mais bon, on va passer par le papier, arriver. du coup, oui. Bon, on le disait, Raphaël, je vais vous demander une petite contribution. Oui. On le disait, c'était effectivement, c'est une représentation là qui nous est proposée de la journée de la terre, la confiscation des terres par Israël n'aura pas eu raison de ces bourgeons. La terre reste tout de même fertile. Et puis un dessin de Coste, dessinateur. Bon, ça y est, ça marche. Ouf, c'est quand même beaucoup plus confortable, vous en conviendrez, Raphaël. Dessinateur belge Coste, les années passent et puis on se demande comment ce conflit séculaire va trouver une issue. Et puis je ressors ce célèbre dessin de Kroll, dessinateur belge aussi. Il est plus qu'hypothétique maintenant. L'hypothèse d'une paix est tellement lointaine que la colombe de la paix dans cette région, elle a un peu cette tête aujourd'hui. Et comme vous le disiez, on en a encore pour 6 semaines. Alain de Chalvron. Oui, tout ça aussi se fait sur un énorme non-dit. Chacun y pense, mais personne n'en parle. Ce non-dit, c'est que la solution à 2 États est morte et enterrée. Vous avez maintenant 500 000, 400 000, 500 000 colons, on ne sait pas exactement, en Cisjordanie. Ils ne partiront pas. Donc il n'y aura pas d'État palestinien en Cisjordanie. Je crois que tout le monde le sait et tout le monde fait semblant de croire que c'est la solution d'avenir. Mais au fond, on sait bien qu'elle n'arrivera jamais. D'où quand même un terreau de violence rentrée. Quand quelque chose n'est pas exprimé, on l'exprime par la violence. Pas d'échange de territoire possible non plus, comme on y a longtemps pensé. Cette solution à 2 États, qui était déjà quand même assez mal engagée, elle a été tuée, en tout cas pour l'instant, par Donald Trump. Oui, mais on sait que Donald Trump, c'est quand même conjoncturel. Comment ? On sait que Donald Trump, c'est un président conjoncturel, d'une certaine manière. Oui, mais 5 ans, c'est long dans la vie. 5 ans, c'est long. Hein. C'est long à Gaza, 5 ans. Mais ce qui est, encore une fois, parce que s'il n'y a pas la solution à 2 États, certes, mais qu'est-ce qu'on ouvre comme perspective ? Est-ce qu'on peut parler d'une solution à un État ? Il y a beaucoup d'intellectuels palestiniens, il y a beaucoup de politiques palestiniens qui commencent à dire « rentrons dans une négociation d'une solution d'un État unifié » avec différentes formules. On a parlé de la formule suisse, de la formule ceci, de la formule cela. Donc, mais là aussi, c'est le blocage politique israélien, et c'est de dire niet aussi. Donc il n'y a pas de solution à un État, il n'y a pas une solution à un État, il n'y a pas de solution pour Gaza, il n'y a pas de solution pour... Quand vous parliez tout à l'heure de la démographie, ça va finir par peser. Ça pèse le calcul de Sharon d'ailleurs. Hein, ça pèse toujours dans l'histoire de l'humanité, la démographie. Donc il y a un moment où vous allez faire quoi ? Il y a quelque chose qui est... Et je pense que là, on s'aperçoit une fois encore, parce qu'on aimerait vraiment bien s'en débarrasser de ce poids américain permanent. Et quand il fonctionne bien, on est heureux. Mais on voit à quel point une inflexion aux États-Unis peut générer un nouveau blocage long. Durable, vous avez dit 5 ans, mais s'il fait 2 mandats, ça sera plutôt... Reconnaissons, c'est pas pour exempter Donald Trump, mais enfin la situation était quand même relativement bloquée avant lui. Pas mieux, oui. Mais l'inflexion est encore plus forte. Disons qu'elle bloque la question du statut, du statut de Jérusalem. Oui, Trump a donné un peu le coup de grâce à cette solution à 2 États, mais qui était effectivement sans doute morte déjà depuis longtemps. Non, mais cette solution à un État qui finalement, par un retour incroyable de l'histoire, est la solution que l'OLP voulait tout à fait au départ. Lorsque l'OLP s'est créé, il souhaitait un État unique et démocratique, non confessionnel, je ne sais plus quelle était la formule exactement. Mais évidemment, avec une démographie maintenant qui donne la majorité aux Arabes, il n'y a plus de solution pour un seul État du point de vue israélien. Bien sûr.
On passe à l'autre actualité de la semaine. C'était l'hommage national rendu à Arnaud Beltrame, mercredi, dans la cour des Invalides. 5 jours plus tôt, ce gendarme avait payé de sa vie l'acte de bravoure. Il s'était substitué à une otage retenue par un djihadiste dans un supermarché à Trèbes, dans l'Aude. Écoutez, c'est un extrait de l'oraison funèbre prononcée par le président de la République, Emmanuel Macron. Malgré la tristesse, malgré le sentiment d'injustice, la lueur qu'il a allumée en nous ne s'est pas éteinte. Elle s'est au contraire propagée. Alors que le nom de son assassin déjà sombrait dans l'oubli, le nom d'Arnaud Beltrame devenait celui de l'héroïsme français, porteur de cet esprit de résistance qui est l'affirmation suprême de ce que nous sommes, de ce pourquoi la France toujours s'est battue, de Jeanne d'Arc au général de Gaulle. Son indépendance, sa liberté, son esprit de tolérance et de paix contre toutes les hégémonies, tous les fanatismes, tous les totalitarismes. Voilà, Emmanuel Macron qui convoque l'esprit de résistance, l'héroïsme du gendarme, ainsi mis en avant pour mieux occulter, bien sûr, l'acte du terroriste. C'est, Alain de Chalvron, la construction d'un mythe républicain. C'est ce que fait le chef de l'État. Oui, parce que c'est assez rare en France, finalement, qu'on fasse des héros comme ça. Moi qui ai vécu aux États-Unis pendant toute la guerre d'Irak, des héros, il y en avait régulièrement. Un tel soldat qui a fait un acte héroïque devenait un héros avec. On a même fait un film avec Dustin Hoffman, Wag the Dog, qui est construction d'un faux héros. Oui, mais il y en a eu des vrais aussi. Il y en avait beaucoup, quoi. On avait des héros tout le temps en France. C'est rare, donc effectivement, si vous voulez, on a fait une vraie cérémonie de l'acte héroïque, effectivement, qu'a fait ce lieutenant-colonel. Si on insiste autant sur la bravoure d'Arnaud Beltrame, c'est qu'on espère que son exemple inspirera les jeunes générations, plutôt bien sûr que celui de ceux qui sombrent dans la radicalité. Oui, alors c'est super intéressant ce qui se passe. Ça fait plusieurs fois, après les attentats de Charlie Hebdo notamment, mais aussi en juillet 2017, au lendemain du limogeage de l'ancien chef d'état-major Pierre de Villiers par Emmanuel Macron. Ça fait plusieurs fois qu'on assiste à un espèce de débordement d'amour, d'une démonstration d'amitié pour les armées françaises. Et les armées françaises n'ont jamais été aussi populaires aujourd'hui depuis des décennies. En gros, depuis que 68 avait balayé de ses manifestations et de ses slogans l'État, la France, le drapeau bleu-blanc-rouge et ses armées. Tout ça, c'est de retour aujourd'hui. Les armées reviennent, elles sont hyper populaires. Macron descend les Champs-Élysées en combat de car pour son 88% de popularité, surtout c'est les jeunes. Et c'est dû à quoi? C'est dû à plusieurs choses. D'abord la menace intérieure qui ne fait que progresser. Ensuite la menace extérieure qui non seulement existe toujours, mais qui est complètement éclatée et qui donne un sentiment enfin plus qu'un sentiment d'ailleurs d'instabilité. Mais c'est aussi dû à une nouvelle chose et c'est ça qui est très important, c'est que l'armée aujourd'hui, les armées françaises incarnent des vertus, des valeurs qui ont été complètement soit abandonnés, soit foulés aux pieds, soit méprisés, soit oubliés par toutes les institutions de la République, que ce soit l'école, les partis politiques, etc. C'est le retour de l'autorité, c'est le retour du courage, c'est le retour de l'héroïsme, et tout ça, c'est donc l'hommage et aussi la manière dont le peuple français se met derrière cet hommage, la manière dont on voit à quel point les armées sont populaires chez les jeunes, les formations type IHEDN jeunes qui débordent de candidats, etc. Tout ça, c'est nouveau. Ziad Limam va réagir dans un instant, juste après la pause. Coupure. Oui, voilà, la fameuse coupure qu'il adore. Et ce sera ensuite la deuxième partie et le moment, Ziad Limam, juste après. L'actualité internationale des 7 derniers jours, c'est comme tous les vendredis, une semaine dans le monde, avec aujourd'hui à mes côtés Isabelle Lasserre, reporter diplomatique au Figaro, également Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, et Alain de Chalvron, reporter à France 2. Merci à vous tous d'avoir accepté à nouveau de débattre. Nous évoquions à la fin de la première partie d'une semaine dans le monde le cas d'Arnaud Beltrame avec ses obsèques nationales célébrées cette semaine. C'était mercredi aux Invalides et cette oraison funèbre prononcée par Emmanuel Macron, la construction d'un nouveau mythe républicain, le retour aussi de l'armée au premier plan, l'armée aimée, adulée même par la jeunesse, nous disait Isabelle Lasserre. Ziad Limam, vous êtes plus réservé. Non.
D'abord, sur le cas d'Arnaud Beltrame, je veux dire, il y a une espèce de côté chapeau bas. Je veux dire, moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le terrain exactement, mais que quelqu'un comme lui prenne ce courage-là, cet esprit de sacrifice, d'abnégation, je dis bon, chapeau, je peux rien dire. Voilà. Après, je suis un être sceptique. Est-ce qu'on n'a pas besoin en ce moment de mise en scène, de patriotisme, de rassembler, de montrer que le président a du souffle et que tout ça va dans le bon sens d'une France, etc. Bon, pourquoi pas? À défaut d'agir. J'écoute. Pourquoi pas? Troisièmement, sur ce qu'on disait sur l'armée, là, je nuance franchement. Je veux dire, on n'a qu'à juste regarder le projet Macron de réintroduire un service militaire, civil, etc., et de voir la réaction pas du tout enthousiasmée de la jeunesse. Alors, je sais pas laquelle je sais pas ce qui vous avez vu, mais moi, j'ai pas... Les deux choses ne sont pas incompatibles. Oui, je pense que les Français ont besoin de sécurité. L'armée, c'est bien, mais pour les autres. Non, pas quand c'est obligatoire. Non, mais la France a besoin... Pas quand c'est obligatoire. La France a besoin de sécurité, donc il y a des corps qui assurent cette sécurité, et donc on l'a vu dans les manifestations. Ils ont payé un prix très cher, que ça soit au Bataclan avec Merabet, que ça soit la policière municipale Clarisse, j'ai oublié son nom de famille. Oui, à Montrouge. Tout à fait. Voilà, donc ils ont payé un prix. Donc les gens sont bien conscients que les sentinelles sont en première ligne, qu'ils sont souvent pris pour cible, que les CRS qui patrouillent. Donc il y a une empathie. Ça, je pense que c'est normal. Après, de dire que la France a de nouveau un coup d'amour pour son armée et ses forces, ça, moi je pense que ça c'est un débat très idéologique qui se discute. Et sur le terrain, il faut faire très très attention, parce que là on parle de la situation en France. Mais si on va dans le Sahel, par exemple, où il y a des soldats français qui sont stationnés, il y a il y a de plus en plus de remontées aujourd'hui qui parlent de forces d'occupation, de forces que ça va au-delà de la stabilité. Il y a des mouvements dans les populations d'attaque contre ces forces. Ah, mais ça, on ne parle pas de la même chose. C'est pas des... J'ouvrais un peu le débat. C'est plus des Français au Mali. Je pense qu'en France, oui, je pense qu'il y a un lien, que c'est fort et et puis leur présence visible. Aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, dans la vie quotidienne, à Paris, dans les grandes villes, on voit des soldats patrouiller. On voyait pas, c'était pas quelque chose de fréquent avant. Donc, je nuancerais. Je pense que l'amour de l'armée, c'est très idéologique. Vous pourriez rajouter une nuance à mes propos, donc je vais la rajouter. C'est-à-dire que quand on fait des cérémonies de cette ampleur, etc., enfin, c'est souvent un cache-sexe pour dissimuler le fait que on agit assez peu quand même. Finalement, on n'a pas réussi à agir. Ça a du sens aussi de doper le moral. Moi, j'ai un souvenir. Je vais faire ma minute de souvenir de voyage à Moscou. Il y a des héros en granit et en marbre partout. Oui, Staline est un héros. Non, mais des soldats, il y a des généraux, on marche dans des rues, ils sont imprimés contre les murs pour rappeler au peuple russe qu'il y a des centaines de militaires se sont sacrifiés pour la patrie. Mais c'est un peu... à Moscou, c'est un petit peu... Je parle pas des statues de Lénine Staline, je parle des héros ordinaires. Ceux de la guerre patriotique de 45. C'est un peu oppressant aussi, faut parler de la vie. En quelques jours, quand même, Alain, juste pour essayer de voir effectivement, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Parce qu'en quelques jours, on est passé de l'inquiétude avec ces policiers, ces journalistes aussi, pris à partie lorsqu'ils tentent de pénétrer dans le quartier dont est originaire Redouane Ladim, l'auteur de cette fusillade, à effectivement ce moment de communion, d'unité nationale. Est-ce que ça peut marquer un rebond ou est-ce que c'est une manière d'occulter finalement la réalité sociale du pays? La question est de savoir si cette sacralisation du colonel a été voulue par le pouvoir, par le gouvernement, entre guillemets, ou si c'est une vague populaire. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une vague populaire, que le gouvernement a couru derrière. Mais je me trompe peut-être. Il l'a accompagné, je crois même. Et dans ce cas-là, ça va plutôt dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une demande d'héroïsme, d'abnégation, de sacrifice. On a dit... je crois que c'est la semaine dernière, on a dit il y a deux angles morts dans la politique. Mais tu n'étais pas là la semaine dernière. Si, j'étais là. Ah oui, c'est moi qui n'étais pas là. Pardon. Mais je suis là tout le temps, là. Tout le temps. Non, mais on parlait des angles morts de la politique française en matière de sécurité, etc. Parce que j'ai senti que ma collègue voulait un peu en laisser sur ce terrain-là. Je suis tout à fait d'accord qu'on pourrait faire mieux, plus, on en a parlé, cohérence des services. On a parlé du fait que maintenant, les attaques sont menées par des gens qui sont totalement déconnectés de la machine Daesh, puisqu'elle a été quand même assez largement oblitérée. Donc, on a affaire à des individus qui passent à l'acte.
Mais il y a 2 angles morts dont on parle jamais, c'est les cités et les banlieues. À part de dire que ça a été caillassé. À part de dire ils ont caillassé, ok, certes, mais ça fait combien de temps qu'on dit les cités et les banlieues posent un problème en France ? 20 ans. Oui, mais Malek Bouti l'a dit. Qu'est-ce qu'a fait l'État français depuis 20 ans en termes de régler une forme de ce problème ? Et le deuxième problème dont tous les praticiens de ce dossier parlent, c'est la prison. Et là aussi, angle mort, c'est-à-dire on fait des discours, mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter que la prison devienne le lieu, une machine à production, de djihadistes. On fait beaucoup de choses en réalité, à la fois sur les prisons, sur les banlieues, notamment en termes de réforme pénitentiaire, mais ça ne marche pas. Nous, dans les prisons, on y fait rentrer les dessinateurs de presse. Juste pour montrer qu'il y a quand même des actions... Tu peux me faire une déradicalisation par un dessin de presse, moi je vote pour. Hein, non, mais en tout cas, on phosphore beaucoup sur la manière d'y arriver. Oui, pour l'instant, on n'a pas trouvé la... Mais disons qu'on fait en tout cas circuler, on fait libérer la parole et circuler et on ouvre le débat. Tout à fait. C'est ça. En fait, oui, on fait beaucoup, mais on fait rien d'efficace. Franchement, Alain, on fait beaucoup dans les banlieues, excusez-moi. On dépense beaucoup. Ouais, je ne sais pas ce qu'on dépense, mais il y a l'horizon social de ces gens est pratiquement bouché. C'est-à-dire que pour sortir de cette banlieue, pour venir trouver un job, moi je parle que de Paris que je connais, Marseille que je connais un peu moins, ça demande un effort, un talent particulier pour en sortir. Il n'y a pas de lutte contre les trafics de drogue, il n'y a pas de réimposition de l'État. Est-ce que c'est pas le propre de tous les pays finalement confrontés à des discriminations sociales? Tous les pays n'ont pas des zones dans les banlieues dans lesquelles les policiers et l'État ne peuvent plus mettre les pieds. Il y a eu tous une les pays période n'ont pas ça. L'Amérique des années 70-80, les inner cities et les outer cities, il fallait pas trop... Bien sûr, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le modèle le plus classique en Europe occidentale, ce qui se passe à Paris. Laure Simoès, les obsèques donc d'Arnaud Beltrame. On a eu des dessins tout aussi solennels que le geste. On commence par ce dessin de Yass, dessinateur français qu'on verra bientôt à l'écran, je l'espère. Voilà. Effectivement, le geste héroïque, il est représenté là par un Superman recueilli, et Yass, dessinateur français, accompagne son dessin par une citation de Romain Roland. Un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut, les autres ne le font pas. Bon, ça donne matière à philosopher. Et c'est vrai que même Plantu s'est emparé d'une phrase de Victor Hugo, c'est par la fraternité qu'on sauve la liberté. C'est quand même 2 valeurs qui font partie de la devise française. On sent qu'il a été aussi inspiré par ce geste héroïque, la poignée de main, la fraternité. Bon, bref, tout ça évidemment appelle à beaucoup de solennité, mais on se rend compte que l'unité nationale est vite quand même, retombe vite. C'est Cac qui nous le rappelle dans ce dessin pour l'opinion. On a François Hollande qui donne un conseil au jeune président. Il y a 2 choses qui diminuent quoi que tu fasses, la banquise et la durée de l'unité nationale après chaque attentat. Mais Le Pen, c'est quoi ? On sait que Le Pen, Wauquiez et Valls... Le Pen dans l'oreille. Le Pen. Tu conviendras que... Non, le CAC fait toujours Hollande avec un peigne comme ça, derrière l'oreille, au cas où il a besoin de se recoiffer. Se faire un petit coup de peigne très... C'est depuis le coiffeur à 9 000 € par mois, je pense. Voilà. Sans doute. Et puis son aspect... le personnage est séducteur, donc ça vient peut-être aussi... mais voilà, on reconnaît là Wauquiez, Le Pen et Valls qui ont tout de suite un petit peu gâché ce moment avec des polémiques quant à savoir si, oui ou non, il fallait interdire le salafisme. On avait peut-être encore besoin d'un petit moment d'unité. Et puis, pour finir, ce dessin de Sniff, parce que l'héroïsme du colonel Bertram, qui est indubitable, il ne faut pas qu'il nous fasse oublier quand même les autres victimes. Chérie, où vas-tu ? À la manif, je suis Super U, qui fait un petit peu écho aux attentats tragiques de 2015. Voilà le lieu, oui, effectivement, notamment de cette prise d'otage. Une semaine marquée aussi par le meurtre atroce de Mireille Knoll. Ces meurtriers se sont visiblement acharnés sur cette vieille dame de 85 ans dont le corps a été retrouvé lardé de 11 coups de couteau et en partie calciné. 2 suspects sont mis en examen pour homicide volontaire à raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion. En l'occurrence, elle était juive. Il y a donc présomption de crime antisémite. La France est-elle devenue une terre inhospitalière pour les juifs, Ziad Limam ? Non, j'espère pas. Je crois pas si on prend la globalité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une anxiété qui est montée de plusieurs crans,
qu'on ressent dans la vie quotidienne. Est-ce que on met les enfants dans telle école? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais franchement, j'espère pas que on peut. Le caractère antisémite du crime n'est pas formellement établi, hein, il faut le dire. Oui, petit 1. Donc, c'est un crime qui dépasse l'entendement par sa violence. Après, je pense que laissons faire cette enquête, etc. Mais ça n'empêche pas de parler, de toute façon, de la résurgence de l'antisémitisme, qui est aussi liée à cette évolution de personnages radicalisés ou semi-radicalisés, etc., islamistes, etc. Mais je pense que c'est pas le même antisémitisme selon qu'on parle de ces gens-là ou selon qu'on parle d'autres gens. Ces radicalisés qui sont antisémites. L'extrême droite. Oui, non, je parle des. Oui, on parle d'autres gens. Oui, d'autres gens qui sont antisémites pour d'autres raisons, d'autres idéologies. Mais si on parle des islamistes ou des radicaux islamistes, etc., il y a une espèce d'anti-tout. C'est-à-dire tous sont des mécréants. Les juifs, les chrétiens, tout le monde est mécréant. Et les chiites. Oui, donc et donc là, je pense qu'il faut un tout petit peu nuancer. Par contre, l'antisémitisme français existe aussi. Il ne faut pas non plus le banaliser. Alain de Chalvron, il y a eu cette marche blanche, on va en parler dans un instant. Le fait d'immédiatement associer ce crime, parce que la victime est juive, à un crime antisémite, c'est basé pour l'heure sur le témoignage d'un des deux suspects qui aurait entendu l'autre crier à la Ouadbar au moment de porter des coups fatals. Il y aurait eu éventuellement une discussion sur l'opulence supposée de la victime parce qu'elle était juive, là encore sur des clichés antisémites. Mais les enquêteurs ont privilégié l'hypothèse d'un vol qui a mal tourné. Comment expliquer que ce soit devenu aussi rapidement, peut-être parce qu'on avait autant tardé sur un cas précédent, celui de Sarah Halimi? C'est possible que ce soit la leçon d'actes antisémites très clairs et très nets qui ont eu lieu ces dernières années. On a peut-être été un peu vite, c'est possible que finalement ils n'aient pas du tout attaqué cette vieille dame pour sa religion, mais plutôt parce qu'elle était supposée avoir un bas de laine ou je ne sais quoi, ce qui n'était pas le cas du reste. Mais en tout cas, bon. Il y a une dimension personnelle aussi de vengeance, puisque l'un des deux suspects avait été condamné pour une affaire d'atteinte sexuelle sur mineur, proche justement de la victime. De cette dame. Ouais. Mais d'une façon plus générale, non, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'antisémitisme qui soit une vraie menace pour la communauté juive en France. C'est à prendre en compte, il n'y a pas de doute, c'est la crise du Moyen-Orient, en fait, qui se transpose en Europe. L'antisémitisme traditionnel français, l'antisémitisme d'extrême droite est quand même beaucoup moins puissant qu'il ne l'a été dans le passé. Mais d'une façon générale, je ne pense pas que la France puisse être considérée comme un pays antisémite, alors qu'en 1936, alors qu'il y avait la nuit de cristal en Allemagne, quand même, on a eu un Premier ministre juif, Léon Blum, en France. Enfin, il n'y a pas d'antisémitisme généralisé en France, je crois. Je vois même de nombreuses écoles dans la banlieue parisienne dans lesquelles les mères juives doivent retirer leurs enfants pour pas qu'ils se fassent attaquer. Enfin, il y a tous les journaux sont remplis de ce genre d'événements. C'est assez localisé, mais là, on n'est plus du tout dans le même. On n'est plus du tout dans le même cas de figure. Il y a des endroits dans lesquels, en France, les Juifs ne sont pas bienvenus, dans lesquels les Juifs sont pris à partie absolument systématiquement par les islamistes. Et il faut le nommer, il faut le dire, sinon on ne peut pas lutter contre ce phénomène. Oui, mais c'est différent de dire il y a des endroits en France que dire est-ce qu'en France, d'une façon générale, les Juifs sont menacés, non? Absolument. C'est pas absolument. On en parlait tout à l'heure, je veux dire, toutes ces choses sont liées, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas les unes séparément des autres. C'est-à-dire quand on parle du problème des cités, au problème des banlieues, ou quand on voit des maires qui, excusez-moi, comme le maire qui a démissionné hier parce qu'il n'est pas soutenu par l'État, vous créez des situations où les conflits importés, exportés, la Palestine dans la tête de ces gosses qui deviennent une espèce de mythe, etc. Et du coup, le juif devient l'incarnation du soldat de Tsahal. Bon, tout ça, ça vient pas de nulle part. Ça vient de l'extérieur, mais c'est aussi lié à notre propre faiblesse en tant qu'État, en tant que nation. De
de sortir un certain nombre de ces quartiers et de ces villes de l'absolu, j'allais dire, déshérence. 2, je suis d'accord avec vous, le retrait d'un certain nombre de forces républicaines, police, drogue, etc., de certains de ces quartiers. Je pense qu'il faut du courage, il faut réinstaller de l'ordre. Ça, pourtant, c'est pas généralement ma théorie, mais il faut réinstaller de l'ordre là-dedans. Et 3, je pense que le discours des hommes politiques est très important. Quand on voit le désastre de la marche, quand on voit que dans une marche blanche, on accuse la France insoumise. Dieu sait que je suis pas France insoumise, ni de près ni de loin, mais qu'on les accuse tous d'être antisémites. Il y a un problème. On va voir justement ce que dit Francis Khalifa, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et la réponse du fils de la victime, le fils de Mireille Knoll. Très belle réponse. La surreprésentation des antisémites, tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, rend ces deux partis infréquentables. Nous appelons tout le monde, je dis bien tout le monde, sans exception. Les gens qui ont une mère peuvent me comprendre. Or, tout le monde a une mère. Laure Simoès, il y a un dessin de Plantu sur cette question. C'est vraiment le dessin qui colle à ce témoignage, un très beau dessin paru dans Le Monde, Marche blanche. On a là des gens qui défilent pour la tolérance, et puis on voit que là on vérifie qui peut participer à cette marche ou pas. C'est vrai que le CRIF a fait une erreur, il faut le dire, et ma foi, quelle meilleure réponse que celle qu'a donnée le fils de Mireille Knoll qui Voilà, c'était le dessin que j'avais envie de montrer là-dessus. C'est un assassinat terrible, mais c'est vraiment dommage d'en arriver à ces attitudes. Ce qui est sûr, c'est qu'une société comme la France, elle est soumise à des tensions internes et externes qui visent à la diviser quand même. On sent bien ces forces qui travaillent, la communautarisation, portée par les uns par les autres, etc. Il faut absolument que dans le discours politique, il y ait un son qui dise non, on est ensemble. C'est le symbole des SOS Racisme et de ces mains qu'on a revus à cette occasion, qu'on voyait plus beaucoup finalement dans les cortèges des manifestations, et qui rappellent ces fameuses marches des beurs à laquelle les Juifs participaient dans les années 80. Auxquelles je n'avais pas pensé. Mais par exemple, on a un président qui est très littéraire, qui fait des très beaux discours. Et le discours sur Arnaud Beltrame était remarquable. Incarné. Oui, c'était fort. Mais j'aimerais bien quelque chose sur les France en ce moment, sur ce besoin de resserrer les liens. Parce que de toute façon, on est un peu condamné à vivre ensemble. Je veux dire, on ne va pas s'auto-exclure. Et ce qui fait la force de cette démocratie, et ce qui va faire sa force, c'est sa capacité justement à absorber ces différences qui sont portées par des choses externes, qui sont portées par des choses internes. Mais il faut qu'on arrive à le faire. Isabelle Lasserre, il y a eu une erreur de la part du CRIF, là, très clairement, sur cette manifestation-là, d'avoir en gros voulu exclure certains représentants politiques. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, est-ce que Marine Le Pen avaient leur place dans les rangs de ces manifestants ? Je pense qu'il ne m'appartient pas à moi de dire ça. La question est compliquée. Je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y ait des antisémites ou des responsables qui ont des propos antisémites à la fois dans l'extrême droite et dans l'extrême gauche, dans une manifestation qui est censée être une manifestation de réunion, de soutien, de recueillement, il me semble assez malvenu d'exclure deux personnalités. C'est rajouter de l'huile sur le feu. Moi, je pense tout simplement que si Marine Le Pen et si Jean-Luc Mélenchon voulaient y aller, avaient exprimé le désir d'y aller, il n'y avait pas de raison de les en empêcher. C'était quand même leur droit de manifester dans ce sens-là. Il y a aussi des luttes internes à la communauté juive. Je veux dire, c'est pas un bloc homogène qui pense tous de la même manière. Au nom de tous les juifs de France. Quand on voit, par exemple, comment Gérard Miller a été pris à partie, on voit bien qu'il y a des idées que porte Gérard Miller, en particulier peut-être sur le sionisme, etc. La perception du sionisme par la communauté juive, le monde juif, n'est pas la même partout. Donc ces débats-là qui sont essentiels à l'intérieur de la communauté juive, eux aussi se projettent vers le reste de la société, donc on ne peut pas les exclure.
On a fait tous les dessins. Alors, on va dire un mot quand même des suites de cette affaire Skripal, dont on parle décidément chaque semaine. On ne pensait pas qu'on en serait déjà à la saison 3 presque, puisque maintenant c'est au tour après les premières réactions occidentales et l'expulsion donc de près de 140 diplomates par un ensemble de pays à la fois européens, les États-Unis, également l'Australie. Eh bien, c'est au tour de la Russie de réagir, puisque Moscou ferme le consulat américain de Saint-Pétersbourg, expulse 60 diplomates américains. C'est un peu la réponse du berger à la bergère. Est-ce si grave? C'est sans précédent, mais est-ce si grave, Alain de Chalvron? C'est pas anodin quand même qu'on vienne tuer quelqu'un comme ça avec des armes chimiques chez nous. Oui. C'est pas anodin. Mais les expulsions de diplomates, c'est un peu la réponse à minima finalement, non? Oui, ça fait pas beaucoup de mal, c'est sûr. Oui. Ça fait moins de mal que de se priver de vendre des fruits à la Russie, par exemple. Oui. Mais et boycotter la Coupe du Monde, ça personne n'en parle. Hein. Non, pour le moment. Oui, pour le moment. Oui. Mais c'est sûr, si vous voulez, que c'est un peu inexplicable, parce qu'en réalité, on ne sait pas trop. Finalement, ce qui s'est passé en Angleterre. On ne sait pas trop. La responsabilité directe de la Russie n'est pas, enfin pour le moment en tout cas, clairement établie. On ne voit pas bien l'intérêt. Elle n'est mise en doute par aucun enquêteur, par aucun pays qui a eu accès à... des faisceaux. Moi, je peux vous dire qu'en privé, j'ai parlé à certains responsables français, on n'est pas tout à fait sûr que... Non, on n'est pas sûr du centre de décision. Voilà, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est Poutine qui a... Mais le Novatchok, ça porte la signature de la Russie. Mais oui, bien évidemment, mais c'est pas la première fois. C'est tous les 6 mois. Donc le débat n'est pas là. Le débat, à mon avis, ce qui est super intéressant en ce moment, c'est de voir. Enfin, il n'est plus là. Il aurait pu l'être si on avait... Alors, imaginons qu'on ne puisse pas émettre effectivement le moindre doute sur la provenance. Dans ce cas-là, la question, c'est est-ce une volonté délibérée donc de provoquer, puisque la signature est claire, autant dire la Russie voulait peut-être montrer qu'elle pouvait frapper où elle voulait, ou est-ce un accident d'une certaine manière, quelque chose qui s'est produit en dehors de la volonté des pouvoirs les deux, mon général, vous répondrai-je. D'une part, parce que en faisant ça, je pense pas que c'est pas forcément lié à la période des élections en Russie, mais c'est une manière pour la Russie d'essayer de diviser l'Union européenne, de séparer la Grande-Bretagne en plein Brexit de ses alliés européens. C'est aussi un moyen de prévenir les futurs opposants et les opposants en Russie en disant attention, j'ai les moyens de frapper là. Ce qui est très... Et voilà, donc ça, et la deuxième question, c'était... est-ce que c'est un accident? Alors, ça n'est pas un accident, mais il y a toujours un moment dans ce type d'affaires où c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et où on ne sait pas pourquoi, par quelle alchimie, ça provoque une réaction en chaîne, une réaction internationale. Et ça, Vladimir Poutine ne pouvait pas le prévoir parce qu'il ne peut pas savoir à quel moment, il ne peut pas savoir à quel point, par exemple, les Français sont si sensibles sur la question des armes chimiques, à quel point ça les met dans tous leurs états. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça permet de compter ses troupes. Oui. Et on s'aperçoit de quoi aujourd'hui? Que finalement, les Européens, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, il y a assez peu de bonnes nouvelles. On a trouvé enfin le téléphone. Ils sont unis, ils sont unis de plus en plus. La problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait à moyen terme? C'est on va vivre avec la Russie pour l'éternité, ce qui nous concerne. Donc, on peut vivre en s'échangeant des diplomates, en les renvoyant. Quelle attitude nous on peut avoir par rapport à la Russie? Quelle attitude l'Union européenne peut avoir à long terme par rapport à la Russie? Qu'est-ce qu'on peut avoir qu'est-ce qu'on fait avec Vladimir Poutine? Comment le pays va évoluer? Il y a beaucoup de littérature extrêmement intéressante sur les évolutions à l'intérieur de la Russie en ce moment. Donc il peut y avoir plusieurs schémas. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Moi, je pense qu'il y a eu une petite surprise quand même de la part des Russes si jamais c'est une opération russe réelle, c'est-à-dire coordonnée, organisée, etc. Je pense qu'ils ont été surpris à ce moment-là de la réaction qui est quand même assez cohérente et il peut y avoir des impacts plus durables. Coupe du Monde, faut pas exclure. Enfin, je veux dire, ça peut. L'escalade peut-être ne s'arrêtera pas là. L'escalade est dessin, en tout cas, pour conclure. Mais Theresa May voulait des représailles suite à l'empoisonnement de Skripal, du double agent russe. Eh bien, Bénédicte nous montre que l'espion empoisonné, Theresa May veut des représailles. Il n'y a rien de mieux que la jelly anglaise. Et ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre du poison dedans. C'est déjà nauséabond en soi. Un autre dessin de Gargalo, dessinateur portugais. Donc l'expulsion des diplomates russes a commencé, mais on voit que là, Poutine
ne va pas se laisser faire. Un dessin de Vado, dessinateur belge, qui nous rappelle que même si une hirondelle ne fait pas le printemps, bien c'est le printemps. Sauf que là, les hirondelles, elles ont quand même des drôles d'aspects. Mais enfin voilà, il y a le pied canadien, le pied britannique, l'Europe, les États-Unis qui ont mis du leur. Tiens, ça nous change des hirondelles. Je sens qu'on va tous être privés de mondial. On en parlait du mondial. C'est peut-être une bonne intuition. En tout cas, il y a Soulcier pour Télérama qui, lui, il va franco, boycott du mondial par les officiels anglais. Vent, place, tribune royale. Ziad, si vous en cherchez, c'est peut-être le moment d'aller en acheter à la reine. Moi, j'aime bien la tronche du supporter russe qui est derrière et qui l'attend au tournant. En tout cas, un dessin sympathique aussi de Woltering, dessinateur des Pays-Bas. On constate finalement un nouveau flux migratoire, les réfugiés de l'agent innervant. Mais d'un côté, il y en a qui vont vers les États-Unis et l'Europe, et puis d'autres qui partent. C'est un chassé-croisé. C'est peut-être celui qu'on connaîtra pendant le week-end de Pâques. En tout cas, on se rend compte que les voitures et puis les affaires des diplomates d'un côté comme de l'autre, elles sont plus ou moins équivalentes. Merci beaucoup, Laure Simoez. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Je remercie également Isabelle Lasserre, Alain de Chalvron et Ziad Limam d'avoir accepté de débattre. Restez avec nous. À suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.